humaine est une vie absolument glaciale, puisqu'au fond, c'est uniquement quelqu'un qui est un visiteur. Hein. D'ailleurs, vous avez remarqué dans le roman, il a souvent de la peine même à rentrer chez son employeur, hein, parce il y a beaucoup de barrages, on lui demande des cartes, c'est toujours très compliqué. Même au bout de 7 ans, il constate qu'on ne le connaît pas encore. Il reste un inconnu, finalement, dans ce monde. Il reste un inconnu. Alors, la question est de savoir, au fond, bon, là, ça se passe dans le milieu de la télévision, est-ce que j'aurais écrit différemment si ce personnage avait fait partie d'une autre grande entreprise, par exemple? Peut-être pas. Oui, parfois plus. Donc l'immeuble se trouve à la Défense, donc le quartier d'affaires familièrement, donc ça pourrait être une sorte de métaphore de l'ensemble du monde, du monde de l'entreprise, quoi. Oui, c'est ça, oui, c'est tout à fait ça. Un monde qui donne un peu l'impression d'oublier l'humain, parce que dès que lui-même ose faire un petit commentaire personnel sur un scénario, il se fait taper sur les doigts. Absolument. Oui, ça va être le début de ces ennuis vont venir d'un petit conflit un peu ridicule, mais en même temps qui a plein de sens. Hein. C'est-à-dire qu'il a osé dans un scénario, il a osé dire dans un scénario qui vient d'une société de production elle-même dirigée par un ancien ministre, etc., etc. Il a osé dire que le scénario comportait pas mal de fautes d'orthographe, et ça va lui causer beaucoup de problèmes, oui. Voilà, et tout de suite, évidemment, ça alerte, parce qu'il vit effectivement dans une précarité, et donc il va jauger, est-ce qu'on continue à faire appel à lui suffisamment? Voilà. Quel est le type de scénario, hein, les scénarios nobles qu'on évoquait tout à l'heure, ou les scénarios de tiers état? On a un peu l'impression qu'il a tout de suite une pression énorme, c'est-à-dire que c'est aussi une façon pour vous, j'imagine, de dénoncer les conditions dans lesquelles la précarité s'épanouit, si j'ose dire, vis-à-vis des plus faibles au sein d'une grande entreprise. Oui, c'est vrai, c'est que lui c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu comme dans les valets dans la comédie classique, c'est-à-dire que les valets, du fait même que de leurs conditions, nous disent beaucoup sur les maîtres, au fond, et sur le monde, et sur le pouvoir. Et je pense que mon lecteur, moi, il est au fond plus près des valets que des maîtres, hein. C'est-à-dire que même si c'est un intellectuel, même s'il a les mains blanches, au fond, c'est un valet. Oui, et les maîtres, ils n'ont pas forcément une bonne image non plus, parce que on sent quand même qu'il y a énormément d'hypocrisie dans les rapports humains au sein de cette entreprise. Là, on l'appelle par le prénom, c'est presque bien chouchou, mais au fond, c'est d'une violence absolue. C'est d'une violence absolue, comme vous le dites. Ce qui fait l'ironie du roman, sans doute aussi, c'est que c'est vrai que les télévisions souvent sont quand même portent des messages souvent d'humanisme, elles défendent la République, elles défendent toutes ces grandes et toutes ces belles valeurs, alors que dans leur fonctionnement, il n'y a pas beaucoup de liberté, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas du tout de fraternité. Voilà. Donc c'est ce qui rend le roman un petit peu forcément tragique et drôle. Voilà, et c'est vrai qu'il part à l'exploration, si j'ose dire, l'exploration des couloirs de France Fiction. Il tombe sur le bureau du chargé d'éthique de l'antenne, qui visiblement a un travail fou puisqu'il le trouve en train de lire Camping Magazine, voilà, ce qui est déjà une façon très délicate, très ironique de dénoncer un petit peu le mode de fonctionnement et les arrière-pensées du fonctionnement de l'entreprise. Et puis il continue son exploration dans le couloir et il jette un petit coup d'œil du côté justement du bureau qu'il a quitté à l'instant, du bureau de celles plus exactement qui sont chargées de ces scénarios de fiction à la télévision. Nouvel extrait de votre livre, nous sommes cette fois à la page 77. Concentré sur ses pensées, j'avais marché au hasard pour revenir à mon point de départ, quand j'aperçus à une dizaine de mètres devant moi un individu marquer un temps d'arrêt devant la porte du bureau des assistantes, frapper une fois, puis entrer aussitôt, sans attendre qu'on lui dise de le faire. J'en déduisis que cet être sec, élancé, marchant ferme et droit, n'appartenait pas au service, sans quoi il n'aurait pas frappé à la porte. Il n'était donc pas conseillé au programme. Était-il pour autant tout à fait un étranger ? La rapidité de l'enchaînement des actions dévoilait une certaine habitude qui pouvait correspondre à celle d'un lecteur. Ces détails ne pouvaient pas m'échapper. Moi qui avais lu 417 scénarios policiers en 7 ans. J'avais regardé l'heure à ma montre à l'instant où il avait franchi la porte, dissimulé dans un renfoncement du couloir, près d'une photocopieuse et d'un distributeur d'eau. Je suivais le mouvement de ma trotteuse tout en surveillant la porte qu'il franchit en sens inverse, 2 minutes et 33 secondes plus tard.
Il était pile dans le rythme du lecteur dispensé d'oral. Un autre signe ne trompait pas. Sa sacoche noire avait doublé de volume. Il prit son élan et obliqua brusquement vers les toilettes. Ces toilettes comprenaient 2 WC high-tech en cabine, munis entre autres d'un vaporisateur intégré automatique et 2 urinoirs blancs qui enrichissaient d'une touche de tradition Duchamp cet endroit futuriste. Par chance, l'individu avait choisi l'art et campé devant. Je fis bien sûr un choix identique et simulé une envie réelle, sans quoi ma présence inactive eût pu l'interroger. Qu'on s'imagine, j'étais comme un professeur qui, après 7 ans d'enseignement, croiserait pour la première fois un collègue, car la salle des professeurs, où il se rendait régulièrement, restait mystérieusement vide, comme l'ouvrier exerçant son travail dans une usine désertée, apercevant soudain un homme en bleu de travail. Telle était pour moi la situation bouleversante. J'étais à côté d'un collègue. Il semblait sur le point de finir. Je murmurai « Je suis lecteur à France-Fiction ». Il ne tourna pas la tête vers moi sous l'effet de la surprise, mais je sentis qu'il marquait un temps d'arrêt. Je ne pouvais pas parler plus fort, une des toilettes fermées étant occupée. « Je suis lecteur à France-Fiction », repris-je en dissociant chaque syllabe comme si je lançais un message codé. Pas un regard vers moi. Il m'avait sans doute pris pour un fou. Il n'était peut-être même pas lecteur, ne travaillait même pas à France-Fiction. Dans 10 secondes, la porte des toilettes claquerait et me rejetterait dans mes 7 ans de solitude. Il appuya sur le poussoir de la chasse d'eau. Un vrombissement liquide s'éleva, puis une voix se posa sur ses flots. Qu'a fait le cardinal jeudi 14 heures? Je répète, le cardinal jeudi 14 heures. Il se baissa pour reprendre sa sacoche. Je ne me retournai pas pour le voir ressortir, fixant l'artistique carrelage blanc sur un fond blanc situé à ma hauteur. Bon, dans cette scène, on a presque l'impression d'un roman d'espionnage. Jean Berthier, comment l'idée vous est-elle venue? Oui, c'est un peu une des scènes un peu saugrenues que je me suis permise, effectivement. Ça me paraissait drôle de les faire se rencontrer dans cet endroit parce que un des soucis de mon personnage à un moment donné, c'est qu'il est tellement seul dans la vie, il aimerait au fond rencontrer un collègue. Il sait qu'il a des collègues, très peu, quelques-uns, enfin ça se compterait sur les doigts d'une main quasiment. Il sait mais il ne les connaît pas. Et il a l'impression aussi que ces responsables font en sorte que les lecteurs entre eux ne se connaissent pas. Enfin, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre derrière tout ça. Et au fond, il rêverait d'en rencontrer un. Et là, enfin, par ce hasard, par cette observation et ce hasard en même temps, il parvient donc à entrer en contact avec un lecteur, Voilà. un autre lecteur. Un autre lecteur dont on va découvrir qu'il s'appelle Constantin, avec un cas. Alors on va pas raconter la rencontre, la première vraie rencontre, on va dire, parce que là celle-ci elle compte un peu pour du beurre. Oui, quand même. oui. Elle est quand même très drôle et fondamentale. On va pas raconter la première rencontre entre votre narrateur et Constantin, ni la seconde, car les deux en plus sont assez différentes, mais disons seulement que Constantin va lui raconter une histoire incroyable, une histoire de fausse prise d'otage dans un séminaire d'entreprise qui est là aussi un grand moment de drôlerie. C'est extrêmement drôle et en même temps c'est assez grinçant finalement ce qui est arrivé à ce Constantin. Vous avez en fait une sainte horreur, Jean Berthier, des méthodes de management modernes, quoi. L'idée même des séminaires d'entreprise vous donne des boutons, soyons clairs. Oui, ça me donne des boutons, puis ça permet de faire de la littérature. Donc oui, non, c'est vrai que je décris un monde qui est quand même dominé par la communication, et qui de ce fait-là est un monde aliéné. Enfin bon, et je décris une scène qui en plus, hélas, est vraie, hein, puisque je ne l'ai pas inventée. Hein. Cette scène a eu lieu il y a quelques années, de cette fausse prise d'otage, donc qui a été inventée, qui a été créée de toutes pièces donc, par un homme de communication qui a voulu mettre ses cadres, parce que c'était une réunion de cadres, qui a voulu les mettre dans une condition de danger pour voir comment ils réagissaient. Voilà, c'est donc tout ça est effectivement long sur les méthodes de management. Il y a un autre